La situation économique du Gabon au cœur des préoccupations de l'ensemble des Gabonais. Bien plus, elle est tellement complexe qu'elle fait craindre le pire avec la question relative à la dette publique qui fait à ce jour l'objet de toutes les discussions comme celle qui s'est tenue à la Chambre de commerce de Libreville ce 27 février 2016. Un débat ouvert dans le cadre d'un café économique à l'initiative de Léon-Paul Ngoulakia qui a entrepris, pédagogie oblige, de participer à l'épanouissement de ses compatriotes et cela passe nécessairement par une bonne information. Pour parler de la dette publique du Gabon, le problème est important aujourd'hui, mais il faut surtout comprendre ce qu'est la dette. Un pays a un budget. Ce budget doit être équilibré. Le budget d'un pays, c'est d'un côté ses ressources, donc les ressources dont il dispose, et en face ses charges. Il va se trouver qu'à un moment donné, les charges du pays sont supérieures aux ressources dont il dispose. Et il va devoir s'endetter pour pouvoir faire face à toutes ces charges. Mais on dira qu'il va s'endetter de 4 manières. Donc on va avoir 4 raisons pour lesquelles un pays va devoir s'endetter. L'une d'entre elles, c'est qu'effectivement, pour son fonctionnement normal, il n'a pas assez d'argent, il décide au Parlement de s'endetter. Il s'endettera de cette manière-là. Une autre est de dire, dans l'année, les recettes ne rentrent pas au même moment qu'il doit payer ses dépenses. Il va s'endetter dans l'année, mais il remboursera cette dette dans l'année. C'est ce qu'on appelle des emprunts de trésorerie techniquement. Mais cet aspect de la dette n'est pas vraiment dans le cadre des données statistiques dont on disposera aujourd'hui. C'est une dette que le Trésor gère. On va la considérer a priori comme marginale. Mais il y a 2 catégories de dettes qui, elles, peuvent se révéler importantes. La première, c'est qu'un pays veut se développer. Il n'a pas assez d'argent pour entreprendre de grands projets de développement qui sont supposés apporter de la richesse au pays à terme. Il va dire, je vais m'endetter pour réaliser ces grands projets de développement. Ce qu'on appelle des dettes projets ou une dette d'investissement. Pour construire une route, pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux. Ça, c'est la dette, j'ai envie de dire, vertueuse. Et on va avoir une 4e raison pour laquelle un pays va s'endetter, c'est qu'il n'est plus capable de rembourser sa propre dette. Prenez le cas d'un ménage, vous avez pris un crédit à la banque, et puis à un moment donné, vous avez un enfant qui est malade, ou vous avez l'un des 2 membres du foyer qui perd son emploi, vous ne pouvez plus rembourser votre crédit, vous êtes obligé quasiment d'aller emprunter pour rembourser le crédit. Et ça, c'est presque le scénario catastrophe. Alors, il se fait parfois de 2 manières. Vous avez le programme d'ajustement structurel du Fonds monétaire dont certains ont entendu parler. Mais vous avez aujourd'hui, d'ailleurs, ça s'est fait au Gabon à 2 reprises, où l'État va emprunter pour anticiper des remboursements de dettes et réaménager sa dette. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles un État peut être amené à s'endetter. Tu évoquais tout à l'heure les différentes catégories ou les différents types de dettes. Déjà, on aura une dette intérieure, c'est-à-dire, au fond, l'État va aller emprunter de l'argent aux opérateurs économiques du pays, donc aux banques, aux entreprises ou aux ménages. Cette dette-là, en elle-même, n'est pas la pire. Pourquoi? Parce que si elle est correctement régulée, elle rapporte des ressources aux ménages et aux entreprises, aux banques qui prêtent à l'État. Si aujourd'hui, Chamberlain, tu achètes des obligations du Trésor, tu vas gagner de l'argent parce que ça te rapportera des intérêts. Mais ce n'est plus la même chose si on emprunte à l'extérieur. Parce qu'on va payer les intérêts à l'étranger. Donc, au fond, nos propres ressources vont s'en aller. Donc, on a 2 types de dettes, une dette intérieure et une dette extérieure. Et des pays comme le Gabon, qui n'ont pas beaucoup de ressources, voient l'essentiel de leur dette être une dette extérieure.
À l'intérieur de la dette extérieure comme de la dette intérieure, je veux dire, allez, si on prend la dette extérieure, il y a ce qu'on appelle la dette multilatérale. C'est la dette auprès de la Banque mondiale, auprès de la Banque africaine de développement. Ce sont des dettes auprès des banques de développement et généralement, ces dettes-là financent des projets. On vous dira que tel projet, telle route a été financée par un prêt de l'Union européenne ou bien un prêt de la Banque mondiale ou un prêt de la BAD. C'est ce qui constitue la dette multilatérale parce que ces institutions financières appartiennent peu ou prou à plusieurs pays. Vous avez la dette bilatérale, c'est la dette auprès d'un autre pays. À côté de ces deux dettes, qui sont des dettes d'État à État ou d'État à groupe d'État, vous avez la dette commerciale. La dette commerciale, allez, je vais être provocateur, mais c'est mon métier. Quand Ali Bongo a acheté ses voitures pour rouler dans les Bentley, c'était la dette commerciale. C'est-à-dire que là, on va acheter des biens dans une entreprise, et puis on dit, on va te payer comme si on prend les bons au quartier. C'est-à-dire, j'ai pris 2 milliards de voitures chez vous, mais comme je ne peux pas vous payer 2 milliards maintenant, on va s'organiser pour que je vous paye les 2 milliards en 3 ans, 4 ans, 6 ans. Donc ce sera une dette commerciale. Le danger de cette dette commerciale, c'est que c'est comme quand vous prenez les bons chez le Malien, vous ne discutez plus le prix. Même à la limite, il peut même augmenter le prix du pain parce que vous le prenez en bon. Donc en général, quand on prend la dette commerciale, on achète plus cher les biens et le contrôle est moins intéressant. Et puis en interne aussi, on va avoir plusieurs catégories de dettes. On va avoir ce qu'on appelle les dettes bancaires. Là, c'est l'État qui va aller auprès d'une banque emprunter de l'argent pour fonctionner. On va avoir les dettes moratoires. Alors, une dette moratoire, c'est simple. L'État a consommé des biens et services auprès des entreprises nationales, n'arrive pas à payer parce qu'au fond, les ressources du budget n'ont pas permis de le faire. Ils vont appeler les entreprises et ils vont passer des moratoires, c'est-à-dire en fait, ils vont différer les paiements sur plusieurs années. Ça devient de la dette. La dette, un élément essentiel lorsqu'on doit évoquer la gouvernance d'un pays. Elle demeure un indicateur important en économie, tant un pays ne peut se développer sans évidemment l'apport d'autres contributeurs financiers qui concourent notamment à la croissance. Mais il faut bien la maîtriser dans la mesure où elle définit clairement les prévisions budgétaires dans les pays du monde. De plusieurs catégories, elle peut, si elle n'est pas correctement maîtrisée, poser des problèmes au pays, surtout fortement dépendant des ressources naturelles qui, sur la base des recettes issues de la vente de ces ressources, prévoient des projets de développement. Le Gabon semble avoir atteint les sommets. On parle de plus de 3 000 milliards de francs CFA de dette. Seulement, elle est ainsi plus asphyxiante parce que les projets de développement annoncés n'ont pas forcément pu être réalisés. Et avec la chute du cours du baril du pétrole, moins de $30, la crise frappe et tous les indicateurs interpellent plus d'un, au premier rang desquels les économistes. On a défini cette année dans la loi de finances initiale un budget d'à peu près 2600-2700 milliards. Ce budget a été calculé sur la base d'un baril de pétrole à $42. Au moment où je quittais Paris, le baril Brent s'échangeait à $31,2. Ça veut dire qu'on a construit un budget avec des recettes trop optimistes. Vu que le budget c'est deux parties, les recettes et les dépenses, s'il n'y a pas les recettes, les dépenses qui sont prévues pour les recettes ne seront pas exécutées. Et ces dépenses, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du salaire, ça peut être de l'investissement, ça peut être du social. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent ici pour le ministère du budget, mais je vous en conjure, il est temps de faire une loi de finances rectificative. Avec des hypothèses qui tiennent compte de la réalité sur les marchés pétroliers. Le budget a été fait sur la base d'un baril à $42. Je ne sais pas si vous le savez, lorsque le Gabon vend son pétrole, il y a ce qu'on appelle une décote. C'est-à-dire que si le cours du baril de pétrole est à $20, la décote moyenne sur le pétrole gabonais est de $5. Ça veut dire que si le cours est de 20,
nous on vend à 15. Donc, lorsqu'on fait des prévisions budgétaires, on tient compte de tout cela. Et les hypothèses de base, qu'on appelle des hypothèses de référence, sur la base desquelles le budget a été construit, sont trop optimistes et on n'aura pas l'argent qu'on a prévu. C'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas attendre la fin du deuxième trimestre pour faire la loi des finances rectificatives. Constatons-le dès maintenant. Faisons un budget avec un baril de référence autour de 27-28 $. Ce sera plus prudent. Si c'est plus, on aura la plus-value pétrolière. Mais faisons quelque chose qui tienne compte de la réalité. Monsieur Moulakia, vous me dites, la dette c'est 3 300 milliards. Le budget de l'État c'est à peu près 2 600 milliards. Est-ce que c'est grave? Je pense que si on aurait fait le budget avec des hypothèses raisonnables, on serait plus autour de 2 000 milliards que 2 600 milliards. Si les ressources baissent, ça veut dire que les dépenses aussi baissent. Dans les dépenses, il y a ce qu'on appelle le service de la dette. Si le service de la dette est moins que ce qui est prévu, ça veut dire qu'on rembourse moins que ce qu'on a prévu. La conclusion est que si vous deviez rembourser 100 et que, in fine, vous remboursez 50, vos dettes accrues de 50. Donc voici déjà l'une des réponses que je peux apporter. Le service de la dette va théoriquement baisser si on fait une loi de finances rectificative. Les charges de fonctionnement vont certainement baisser. Mais comme on a du mal un peu à toucher aux fonctionnaires à cause des grèves de M. Libama, on va couper dans l'investissement. On ne va pas faire des routes. On ne va pas faire l'assainissement de port gentil qu'on a vu quelque part. On ne va peut-être pas faire les différentes routes qu'on a vues dans le tableau. Voici comment ça va se traduire. La dette trop élevée entraîne un service de la dette trop élevé. Si on n'arrive pas à assumer le service de la dette conformément à ce qui a été décidé au moment où on a emprunté, on se retrouve à faire les moratoires, on se retrouve à faire les rééchelonnements, on se retrouve à faire les restructurations, on se retrouve à faire en fait toutes les solutions que nous avons déclinées, Jean-Gaspard et moi, pendant nos présentations. C'est ça qui est grave. C'est pour ça que je pense que les intelligences de ce pays doivent s'asseoir et se dire bon, la situation est un peu compliquée. Le cours du pétrole, ce n'est pas tellement ça. La filière bois, qu'on nous a dit qu'elle devait venir tout compenser, reconnaissant que ça n'a pas été comme on voulait. Dans ces conditions, comment on fait? S'il faut serrer la ceinture, on la serre plutôt où? Est-ce qu'on coupe la piste? Monsieur Libama ne sera pas d'accord. Est-ce qu'on coupe la pipe? On discute. Est-ce qu'on réduit le nombre de fonctionnaires? Ou bien, on peut aussi se dire, Monsieur Moulakia, l'État va aussi se sacrifier. L'État va se sacrifier. Au lieu d'avoir un gouvernement à 50 ministres, on va en faire 18. Au lieu d'avoir 2 assemblées parlementaires, on va faire une. Au lieu d'avoir 120 députés, on en fait 50 ou 60. Voilà les solutions qu'on peut prendre sans pour autant couper la biffe de M. Libama. Évoquer la question de la dette du Gabon, c'est s'inscrire dans une logique de développement, un endettement qui frôle les sommets à ce jour et où les normes admises en la matière ont été fortement dépassées. Le pays semble avoir fait les mauvais choix dans sa politique de développement. Et face à la crise du pétrole, le Gabon, qui tire l'essentiel de ses recettes à partir de la vente de cette ressource, en reste presque dépendant. D'emblée, il reste lui aussi assujetti aux cours mondiaux qui peuvent fluctuer selon que le marché soit dans la forte demande ou non. À ce jour, le marché pétrolier, loin d'être profitable au Gabon du fait d'autres contingences, contribue à l'endettement continuel, ce qui n'est pas de nature à rassurer. Et quelques milliards d'encours de la dette. Si je prends l'année 2016, sur ces 3 000 milliards, on doit rembourser 314 milliards. Sur les 3 000 milliards.
auquel il faut ajouter 180 milliards d'intérêts. Donc, globalement, on a 500 milliards à rembourser à nos créanciers pour cette année. Ça ne se discute pas, c'est comme les salaires. C'est une dépense obligatoire. On rentre dans deux schémas. Parce qu'en réalité, il le disait, on va avoir un baril de pétrole autour de 25-20 $ en fin d'année. Donc au lieu de 2600 milliards de recettes, on tournera entre 1800 et 2000. Si vous commencez à accumuler des arriérés, c'est-à-dire à ne pas pouvoir rembourser vos créanciers, il y a deux types de conséquences. Prenons l'exemple simple, vous avez un projet routier avec l'AFD. Et en même temps, vous devez de l'argent à l'AFD. Vous ne remboursez pas la dette, ils arrêtent de financer la route. Vous devez de l'argent à la Banque mondiale. Vous ne payez pas la dette, ils arrêtent le projet Banque mondiale qui s'occupe de tel ou tel autre projet. Donc on se retrouve en délicatesse avec nos créanciers, parce que ce sont les mêmes qui sont nos créanciers, qui sont ceux qui financent une partie de notre budget. 2016, c'est à hauteur de 300 et quelques milliards aussi. C'est à ce moment-là qu'on risque de se retrouver, c'est ma crainte, entre les fourches collines du FMI, c'est-à-dire à se retrouver avec un programme d'ajustement structurel, parce qu'on va se retrouver en ce qu'on peut appeler dans le langage courant la situation de paiement, c'est-à-dire en incapacité d'honorer nos engagements obligatoires. C'est ça le problème qui nous pointe au nez dans l'immédiat pour l'année 2016. C'est qu'on arrive en fin d'année sans pouvoir le faire. Les graphiques qu'il montrait tout à l'heure, il y a une donnée dedans, mais il ne peut pas le savoir parce que, un, il est jeune, deux, il n'a pas vécu l'histoire. Si vous regardez l'année du Gabon, elle augmente au lendemain de chaque élection présidentielle aussi. Quand vous voyez les graphiques, ce n'est pas un hasard si elle augmente en 99. Parce qu'en 98, on a fait la campagne. Ce n'est pas un hasard si elle augmente un peu en 2006. Parce qu'en 2005, on a fait la campagne. Comme on a envie de faire la campagne en 2016, je vous laisse deviner ce qui va se passer. Donc, c'est ce type de risque, en fait, qui se présente au pays. Et chaque lendemain d'élection présidentielle, je l'ai vécu parfois douloureusement, le pays a été piloté par 5 gars qui rentraient de Washington pour les 15 jours qui s'appelaient FMI. Plus de 3 000 milliards de francs CFA, c'est la dette actuelle du Gabon, contractée pour plusieurs raisons et sous plusieurs formes, notamment les emprunts obligataires. À quoi a bien servi tout cet argent, s'interrogent les observateurs économiques, les membres de la société civile gabonaise et même des compatriotes avisés qui constatent pour le regretter que malgré la croissance annoncée sur le terrain, c'est plutôt le délitement du tissu social qui est observable. Possibilité de demander un audit public des finances, selon le conférencier, tout est possible, surtout lorsque l'on cherche l'orthodoxie. Mais le Gabon court ainsi le risque de se retrouver dans une situation économique des plus intenables avec la chute annoncée sur le cours du baril sur le marché mondial. A servi cet argent, je ne sais pas répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est de dire, si on était dans un État organisé, n'importe quel Gabonais qui prendrait la loi des finances devrait pouvoir répondre. Puisqu'il doit avoir dans la loi des finances des tableaux, comme je l'ai présenté, avec les différents projets, à quoi servent les emprunts. Mais en ce qui concerne l'eurobond de 2013, il n'est pas dans la loi des finances. Donc, je ne sais pas vous dire à quoi ça sert. Est-ce qu'un audit de la dette est possible? Oui, un État a toujours la possibilité de faire un audit de la dette. Il ne faut pas seulement qu'on fasse des audits du nombre de fonctionnaires. On peut faire aussi des audits de la dette. Je pense même que cet audit est indispensable. Ne serait-ce que pour identifier la destination des différents emprunts. Ne serait-ce que pour identifier est-ce que tel emprunt a servi à quelque chose? Est-ce que tel emprunt n'a servi à rien? Est-ce que finalement l'argent qu'on dit avoir emprunté, on l'a même reçu? Parce qu'on peut contester aussi une dette. Et les pays l'ont fait. En disant, on suspend les remboursements. C'est ce qui m'arrive. On suspend les remboursements, on regarde la dette et on essaye de voir clair. Plusieurs pays d'Amérique du Sud l'ont fait. Donc c'est quelque chose qui n'est pas impossible. Et pour ces pays, ils sont allés très loin jusqu'à dire
Cette dette, comme il l'a dit, ça n'a pas servi à notre pays, on ne rembourse pas. Voilà. Nous sommes l'Argentine, cette dette, on ne rembourse pas. L'Argentine l'a fait. On n'a pas le même poids que l'Argentine. Nous ne sommes pas un pays développé, on n'est pas un grand pays émergent, même si on le chante régulièrement dans les médias. Mais il y a des solutions. Ce qui est important pour l'analyse que je suis, c'est de savoir, la dette c'est 3 300 milliards. Sur les derniers emprunts, est-ce qu'on a reçu oui ou non cet argent? Si on a reçu, quelle a été la destination? Est-ce que tout l'argent est parti dans la nature ou bien il en reste encore un peu? Est-ce que ce peu on peut l'utiliser? Est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser? Est-ce qu'il y a des clauses dans les emprunts, parce que ce sont des contrats, qui font qu'on peut négocier telle ou telle chose avec nos créanciers? Donc c'est pour ça qu'un audit est important. Les audits ne doivent pas seulement se limiter aux audits des dettes tournantes. Parce que auditer la dette, c'est auditer des milliards et parfois des centaines de milliards. Et ça a un impact dans la vie des gens. Donc il faut faire cet audit. Je pense résolument qu'il faut faire cet audit. Et vous me dites, quelles sont les conséquences d'un endettement excessif, surtout si le baril devait descendre à 15 $. On a différentes prévisions d'analystes. Goldman Sachs, qui est l'une des plus grandes banques américaines, estime que cette année, en moyenne, le baril devrait être autour de 20 $. Standard Chartered, qui est l'une des plus grandes banques anglaises, dit cette année, le baril devrait être autour de 10 $. Donc nous avons des analyses qui sont pessimistes. Et pourquoi ils sont pessimistes? Pas seulement à cause de l'Iran. On a en ce moment la conjugaison de plusieurs facteurs. L'Iran était sous embargo. Donc il y avait un peu de pétrole iranien sur le marché, mais très peu. On est en train de lever les embargos. Aujourd'hui, l'Iran injecte 500 000 barils jour sur le marché, qui n'existait pas l'année dernière. Et les autorités iraniennes ont déjà dit que leur objectif à la fin de l'année est d'injecter 1 million de barils jour. Lorsque la demande, plus l'offre augmente, la demande fait en sorte que l'offre, une offre très grande fait en sorte que le prix baisse. Première chose. Mais avant que l'Iran arrive, on avait déjà un phénomène qui faisait en sorte que l'offre pétrolière sur le marché était surabondante. Les Nord-Américains, au Canada et aux États-Unis, ils ont fait les pétroles et les gaz de schiste. Les Canadiens ont fait les sables bitumineux. Ils ont injecté sur le marché. Mais souvenez-vous, au Brésil, qui n'avait pas de pétrole, lorsqu'on dit offshore profond, ultra deep offshore, offshore ultra profond, en référence en disant toujours, on a de l'espoir de trouver du pétrole dans les côtes gabonaises, puisque nous avons un bassin sédimentaire qui ressemble à celui du Brésil. Et au Brésil, on a découvert beaucoup de pétrole. C'est du pétrole offshore, c'est-à-dire en mer, que le Brésil n'avait pas. Mais comme les cours du pétrole étaient hauts, ça favorisait les prix offshore et offshore ultra profond. Et donc, en plus des sables bitumineux, des pétroles et des gaz de schiste, on avait le pétrole sud-américain en offshore. Un peu de notre pétrole aussi, puisqu'on fait un peu de l'offshore. Deuxième cause. Donc, abondance de pétrole sur le marché. L'Iran n'était même pas encore. Troisième chose. Mais qui achète le pétrole? Les grandes économies. Qui est le principal partenaire économique du Gabon aujourd'hui? C'est la Chine. Et la Chine vient ralentir son économie. Donc, l'une des composantes importantes de la demande, Chine, qui était l'un des principaux acheteurs des matières premières, notamment pétrolières, en recul économique. Les Chinois ont annoncé pour la première fois un taux de croissance de 6,9%. Habituellement, la Chine, c'est 10% de croissance, 12% de croissance. Ils ont fait 6,9%. Et tous les économistes que j'ai rencontrés en France disent ces chiffres-là ne sont pas conformes à la réalité. La croissance en Chine a été en réalité autour de 3%. Donc, vu que la demande chinoise baisse, l'offre de pétrole augmente, les prix baissent.
Il n'y a toujours pas d'Iran dans l'affaire. Et puis il y a les pays de l'OPEP. Souvent, on estime que ces pays sont super puissants. L'OPEP, c'est 37% de la production mondiale. Vous connaissez qui est le deuxième producteur de pétrole de la planète? Ce sont les États-Unis. Voilà. Les États-Unis ne sont pas membres de l'OPEP. Donc aujourd'hui, l'essentiel du pétrole qui s'échange sur le marché, c'est du pétrole qui ne vient pas des pays de l'OPEP. Seuls 37% du pétrole vient des pays de l'OPEP. Et les pays de l'OPEP qui avaient l'habitude de dire, quand les prix baissent, ils se réunissaient et disaient, bon, qu'est-ce qu'on fait? On réduit la production pour faire augmenter les prix. Dans l'OPEP, on a à la fois l'Iran et l'Arabie Saoudite. Géopolitiquement, ces pays ne s'entendent pas. L'Arabie Saoudite vit comme une menace le fait que l'Iran revienne sur les marchés pétroliers. Et l'une des stratégies de l'Arabie Saoudite est de faire en sorte que le prix du pétrole soit très bas pour ne pas que les Iraniens aient beaucoup de ressources. En sachant que eux qui étaient bons en Marco, ils ont beaucoup de réserves. C'est de la géopolitique. Donc, il y a eu 3 ou 4 réunions de l'OPEP. La dernière, c'était la semaine dernière. Et les pays de l'OPEP font des réunions, se retrouvent, discutent et ne trouvent pas de consensus pour gérer l'offre pétrolière sur les marchés. Donc la conjugaison de tous ces acteurs fait dire aux analystes que mais les prix vont baisser. Puisqu'il n'y a rien qui soutient la vente. Sachez pour conclure que un prix de pétrole qui baisse, c'est bon pour la France. Vous me direz, mais Total produit du pétrole. Oui, sauf que les Français, ils achètent le carburant. Quand ça baisse, c'est bien pour le panier de la ménagère en France, parce que le carburant a baissé. Sachez qu'un pétrole qui baisse, c'est bien pour les États-Unis. Pourquoi? Parce que la principale ressource de la Russie, c'est le pétrole et le gaz. Vu qu'ils ne s'entendent pas quand le pétrole baisse, ça veut dire que les ressources en Russie baissent. Ça calme Poutine. Donc vous voyez, c'est un jeu qui est au-delà de notre Rabi Kunga. Ça va bien au-delà. C'est pour ça, vu qu'on n'a pas la maîtrise des prix du pétrole, lorsqu'on fait des projections, il faut qu'elles soient résolument alignées plus ou moins à la réalité. En somme, la situation économique du Gabon peut être à plaindre, avec une loi de finances qui ne tient compte d'aucune réalité, ratifiée tout de même au niveau du Parlement. Le pays a vu plus grand, sans véritable prévision pour amortir le choc dû à la chute du cours du pétrole. Les jours à venir s'annoncent plus rudes pour le pays et ses habitants, si toutefois les autorités ne prennent pas des mesures conservatoires, notamment la réduction du train de vie de l'État, la priorisation des projets intégrateurs, la mise sur pied d'une réelle politique de contrôle de l'action du gouvernement ou encore la mise sur pied d'une loi de finances rectificative. Autrement, la dette du Gabon pourrait s'échelonner de génération en génération, ce qui serait de nature à ne pas forcément rassurer les futures générations.